Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce retour de Talkback GP pour les débriefs MotoGP après cette trêve estivale. On espère que vous passez d'excellentes vacances pour ceux qui ont encore la chance d'y être. Et puis on espère que vous en avez passé d'excellentes pour ceux qui sont, comme nous, de retour aux affaires. Alors, toute l'équipe est sur le pont, Adrian derrière les manettes, et bien évidemment, Michel Turcot et Thomas Morcellino, qu'on va retrouver tout de suite, parce qu'eux aussi, eh bien, ils sont de retour aux affaires, et ils sont même, pour ne rien vous cacher, entre deux avions, puisqu'ils sont encore dans les aéroports. Alors, on va retrouver tout de suite Michel. Salut Michel, comment ça va ? Ça va bien, Eric, salut. Alors je le disais, t'as passé de bonnes vacances, elles ont été un peu courtes pour toi parce qu'entre Suzuka et puis Silverstone et l'Autriche, ça a été un delta un peu court, non ? Ouais, bah c'est pas l'été où on a le plus de vacances, mais bon, en même temps, notre travail c'est un peu les vacances, non, Eric? Ouais. C'est vrai que c'est pas la mine, on va dire ça comme ça. Et puis également, coincé entre deux aéroports, c'est Thomas Morcellino, Thomas qui est de retour avec nous. Bonsoir Thomas. Salut Eric, salut Michel. Ah ouais, super décor hein, derrière toi là, on est dans le cadre. Hein. Bon, ça va toi aussi ? T'as passé quand même de bonnes vacances ? Oui, écoute, voilà, comme tu dis, hein, de toute façon, on n'arrête pas vraiment. Il y avait du superbike aussi. Tu as cité l'endurance et le MotoGP, mais il y avait aussi beaucoup de superbike, donc ouais, beaucoup de travail. Bon, bah écoute, j'espère que vous êtes tous les deux en pleine forme. En tout cas, on va embrayer tout de suite sur l'émission du jour puisqu'on va débriefer le Grand Prix d'Autriche. On fera un petit clin d'œil aussi à ce qui s'est passé à Silverstone, mais surtout par rapport aux annonces qui ont été faites sur le Grand Prix d'Angleterre et même entre le Grand Prix d'Angleterre et le Grand Prix d'Autriche. On va donc débriefer ce Grand Prix d'Autriche avec Bagnaia, avec Bastianini, avec Marquez et avec évidemment Jorge Martin. Et puis ensuite, on fera un petit clin d'œil sur Silverstone avec les livrets spéciales des machines. Et pour conclure l'émission, on parlera bien évidemment de la saison 2025, puisque du côté des transferts, il faudra faire un point assez conséquent, parce que globalement, la grille est quasiment au complet. Allez, on commence tout de suite, Michel, avec l'homme fort de ce week-end. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. C'est Francesco Bagnaia. Il a été impressionnant. Il a fait sa course comme il l'entendait. Il a imposé son rythme et personne n'a pu lui résister. Un peu comme ce qu'on avait vu avant la trêve. Très impressionnant, toujours très propre. Et au final, bah, ça paye parce qu'il est de nouveau en tête du championnat. Bah oui, Eric, il est intouchable en Autriche, donc sans vouloir botter en touche, je pense qu'on va peut-être demander à Thomas de nous donner quelques chiffres sur Ducati en Autriche et sur Pecco aussi, sur ses performances à la fois à Spielberg et puis globalement depuis le début de l'année, quoi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Thomas. Oui, bah effectivement, Michel, tu le dis. Bah déjà, en fait, Bagnaia égale sa meilleure saison en MotoGP, ses deux dernières meilleures saisons en MotoGP. Là, il avait 7 victoires. Là, il en est déjà à 7. Donc déjà, c'est assez remarquable. On vient de passer juste le cap de la mi-saison. Et ensuite, comme disait Michel, à Spielberg, bah là, on est sur la 9e victoire Ducati. Donc c'est le meilleur circuit pour Ducati. Devant l'USAI avec 8 victoires. Et après, dernier chiffre intéressant, Pecco a gagné 3 fois sur 4 circuits différents. 3 fois de manière consécutive et 3 fois sur les dernières années, sur les dernières éditions en fait, sur les 3 dernières éditions, dont le Red Bull Ring. Donc il y avait aussi Jerez, il y a le Mugello et il y a Assen. Donc effectivement là on est sur un circuit que Pecco maîtrise et domine. Alors Vas-y Michel, vas-y. Et puis il rentre aussi dans le top 10 des vainqueurs de la classe reine, Thomas. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Il égale Kevin Schwantz, mine de rien. On est à 25 victoires. Bah voilà, il rentre encore un peu plus dans l'histoire du MotoGP de la catégorie Rennes, donc c'est assez remarquable pour être souligné. Merci Michel. Alors je voulais vous poser cette question, messieurs, après vous répondrez dans l'ordre que vous voulez. Comment on explique cette sérénité et aussi cette domination de Ducati à Zellweg, ou en tout cas à Spielberg plus exactement? Comment on l'explique? Et surtout, on a l'impression que Pecco, il a sa carapace maintenant, il n'y a plus grand-chose qui peut l'atteindre. Je pense qu'effectivement il a atteint une sérénité, une maturité
voilà, il est double champion du monde en titre, il est le patron chez Ducati. Je pense que l'annonce de l'arrivée prochaine de Marquez à ses côtés l'a aussi un peu piqué au vif. Donc voilà, il veut s'installer en patron, il veut démontrer qu'il est bien le numéro 1 chez Ducati. Il s'est marié cet été, voilà, je pense qu'il est arrivé, il maîtrise sa vie, il maîtrise sa carrière, voilà, il maîtrise cette GP24 aussi qui a été développée pour lui, pour ses points forts, pour ses qualités de freineur. Et puis voilà, ça roule quoi. Il est dans un bon moment. Alors, on a vu qu'il peut encore faire des fautes en sprint, mais bon, parce que le niveau est tellement élevé, c'est tellement serré qu'il faut effectivement à des moments prendre des risques. Mais en Autriche, il a géré tout ça parfaitement bien. Il a été un peu aidé en sprint puisque on en parlera après, mais Jorge Martin a été pénalisé dans long tour au départ, donc il s'est retrouvé avec un petit peu d'avance tout de suite qu'il a parfaitement géré. Ça lui a permis aussi de préparer, il l'a dit hier, ça lui a préparé le Grand Prix en essayant des mappings différents. Donc voilà, il avait une stratégie aussi, c'était de partir devant pour éviter les problèmes de pression de pneus avant. Voilà, sur un circuit qui convient très bien à ses qualités de freineur, la course, voilà, le week-end parfait, on va dire. Thomas, par rapport à ce que tu disais là, par rapport au circuit qui convient parfaitement à la Ducati, on a vu par le passé qu'il y avait des Ducati qui avaient été plus ou moins compliqués à mettre au point et on y arrivait progressivement. La 2024, elle déroge pas à la règle, elle s'impose de nouveau. Qu'est-ce qui explique, si on peut tenter de l'expliquer, cette domination parfaite de Ducati? Parce que, encore une fois, il y avait un nombre conséquent de Ducati dans les 10 premiers. Tu parles en général, pas que sur... Oui, en général, oui, bien sûr. Là, c'est vraiment compliqué de le dire. C'est juste que c'est une moto qui est parfaitement aboutie. Déjà, la GP23 elle fonctionnait bien. La GP24, Michel le disait, elle est très bien née, très bien développée. Surtout, elle est très performante avec le nouveau pneu que Michelin a introduit cette année. La nouvelle je trouve pas le mot, la nouvelle structure du pneu qui a été introduite cette année. Et on le voit, de toute façon, il y a un gap déjà entre les GP24 et les GP23. La meilleure des GP23, on va dire, c'est à la régulière, c'est plutôt Marquez, mais après, les GP24 sont un petit peu au-dessus du lot. On arrive à voir aussi un Morbidelli qui arrive à faire de belles choses, notamment, on a vu ce week-end, on l'a vu aussi au Sachsenring. Donc, ça fonctionne plutôt bien pour les GP24. Là, on est sur une machine quasiment parfaite. On la voit, elle évolue quasiment plus. Il y a très peu de développements qui sont faits sur la moto, en tout cas, qu'on aperçoit par rapport aux autres constructeurs, bien évidemment. Effectivement, ils sont plus limités en termes de concessions, mais ça reste quand même une moto qui est aujourd'hui la meilleure du plateau. Donc, il y a pas, là, c'est plus que du peaufinage. Et là, avec des pilotes comme Bagnaia, ça fonctionne super bien. Ouais, puis ce qui est impressionnant, c'est surtout cette constance, quel que soit le tracé, quelles que soient les spécificités des tracés, c'est cette constance dans la performance. Il y a plus de tracé. De toute façon, c'est déjà plus le cas depuis quelques années, mais il y a plus de tracé Yamaha, il y a plus de tracé Ducati. Maintenant, la Ducati fonctionne effectivement partout. On disait que ça reste, les chiffres sont là, bien évidemment. Je le disais tout à l'heure, le Red Bull Ring restera tracé Ducati, mais la Ducati fonctionne aussi sur d'autres circuits qui, sur le papier, ne pourraient pas correspondre à cette machine-là. Donc voilà, c'est une moto qui est polyvalente et qui marche très bien. Alors, il y a un autre fait ce week-end qui n'a pas dû t'échapper, Thomas, puisque tu es le roi de la statistique. C'est qu'on s'est retrouvé avant le départ du Grand Prix avec deux pilotes, Bagnaia et Jorge Martin, strictement à égalité de points. C'est pas loin d'être une des premières fois dans l'histoire du championnat, où je me trompe parce qu'on est quand même à la mi-saison, et de retrouver encore ces pilotes coude à coude comme ça, c'est juste extraordinaire. Alors tu me poses une colle, mais je crois qu'en 2008 ou 2009, je crois qu'il y avait une égalité entre Lorenzo, Stoner ou Rossi, je sais plus, mais c'est déjà arrivé, et je crois que c'était aux alentours du Grand Prix du Japon, quelque chose comme ça. Donc c'était loin dans la saison. Donc c'est déjà arrivé. Après les sprints, le fait qu'il y ait plus de points à distribuer, ça devrait être encore plus rare, parce qu'il y a encore moins de probabilités que de pilotes aient le même nombre de points. Mais non, c'est déjà arrivé, même si c'est rare aussi. Michel, par rapport à ce que tu disais sur Pecco et sur l'annonce de l'arrivée de Marquez, ce travail qu'il fait comme ça sur lui, c'est aussi un travail pour marquer son territoire en envoyant un message à distance à Marquez, en montrant que c'est vraiment lui qui détient les clés de la maison Ducati. En tout cas, c'est ce qu'il s'emploie à faire. Après, on sait que c'est un pilote qui subit pas la pression.
il l'a démontré par le passé. Voilà, et comme je l'ai dit, il est à un moment où il est dans une parfaite stabilité dans sa vie privée comme professionnelle. Donc voilà, il y a une forme de momentum là qui s'emploie à perdurer. Et c'est sûr il semble bien parti pour un 3e titre. Maintenant, Martin lâche rien derrière. Voilà. Mais pour revenir aux performances de Ducati, ce qu'évoquait Thomas, effectivement, c'est que cette moto, enfin en tout cas chez Ducati, c'est eux qui sont le mieux adaptés à la nouvelle génération du pneu arrière Michelin. Alors c'est pas une structure différente. C'est vraiment en fait c'est de la chimie. C'est plus les composants de ce pneu qui sont différents par rapport au passé. Et certainement que Michelin n'imaginait pas d'ailleurs que ce pneu allait être aussi performant, puisque tous les records sont battus sur chaque circuit. Mais c'est vrai que c'est Ducati, hein, ils ont eu des petits problèmes de vibration en début d'année, mais ils les ont résolus et aujourd'hui ils tirent parfaitement de profit de ce pneu arrière. Ce qui induit d'autres préoccupations avec l'avant, voilà, qui est un petit peu plus critique. Mais aujourd'hui, c'est la meilleure moto, c'est aussi la meilleure équipe technique derrière pour en profiter, pour la peaufiner. Dès le vendredi, voilà, l'équipe technique de Pecco sait exactement ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que souvent le vendredi, il est en difficulté. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il est performant dès la première séance d'essai, Pecco. Donc voilà, ça aussi ajoute à sa confiance et sa sérénité actuelle. Un dernier mot sur Pecco. Tu voulais rajouter quelque chose, Thomas ? Non, pardon, j'avais cru entendre, excuse-moi. Juste un dernier mot sur Pecco. Justement, cette sérénité, on voit aussi que depuis quelques rendez-vous, les courses sprint semblent un petit peu être moins son talon d'Achille aussi à Pecco. Ça s'inscrit aussi dans tout ce que tu viens d'expliquer, Michel, et ça explique aussi, cette sérénité qui va croissant au fil des rendez-vous. Oui, bon, il est quand même tombé assez versé en sprint, mais c'est vrai que globalement, il s'est employé à améliorer ses sprints. Je pense aussi que ça vient du fait, comme je l'ai dit, qu'il est dans le coup plus tôt dans le week-end. Donc, il court moins un petit peu après cette mise au point, parfois un peu qui était perfectible sur début d'année. Voilà, ils connaissent mieux la moto. Cette nouvelle moto, maintenant, elle est connue. Ils savent ce qu'il faut faire quand ils rencontrent des problèmes particuliers. Donc, voilà, il y a une certaine maîtrise qui fait aussi la différence, je pense, aujourd'hui avec Martin et Team Pramac, qui est, même si le matériel est identique, il y a forcément moins d'hommes pour analyser toutes les datas et trouver des solutions quand des problèmes se posent. Alors justement, tu fais la liaison et la passe comme il faut, Michel, puisqu'on va parler de Jorge Martin maintenant. Alors Jorge Martin, c'est pareil. On peut dire qu'il maîtrise quand même son sujet. Il n'a pas fait d'erreur, mais aujourd'hui, en tout cas sur ce qu'on a vu sur le Grand Prix d'Autriche, Pecco est le plus fort. Il a commis une erreur quand même. Justement, Michel, je te coupe. Il a commis une petite erreur au sprint, justement. C'est ça qui lui a coûté, une éventuelle victoire. Ouais, on va y revenir effectivement au sprint, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même 2-3 passes d'armes, que ce soit au sprint d'ailleurs ou pendant les premiers tours du GP pour s'imposer. Mais clairement, ce que je voulais dire, c'est que même s'il maîtrise parfaitement son sujet, Martin, en tout cas sur ce rendez-vous du Grand Prix d'Autriche, il n'y avait rien à faire contre Pecco. Il a quand même fait la pole, mine de rien. Oui, avec un nouveau record du Tour et quasiment 8 dixièmes de mieux que par rapport à la pole de l'an passé. Mais c'est ça un petit peu le paradoxe, c'est j'ai l'impression qu'il a jamais été aussi fort que cette saison, Jorge Martin. Mais de l'autre côté, quand tout se passe bien pour Pecco, ça devient vraiment compliqué. Ouais, Eric, c'est difficile, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, le niveau des deux pilotes est vraiment très très proche. Ça se joue des détails. Je pense que il y aura des circuits où Martin sera un peu au-dessus. Voilà, ça, à mon avis, ils vont se tenir jusqu'à la fin, à moins qu'il y en ait un qui craque et qui fasse une grosse erreur. Mais c'est vrai on va dire qu'actuellement, Pecco a un petit truc en plus, mais Martin est vraiment pas loin, et sont clairement les deux meilleurs pilotes du moment, quoi. Par rapport à ce que tu disais, Thomas, la pénalité qu'il a reçue, Jorge Martin, par rapport justement à son erreur dans l'entrée du virage 2A et 2B, est-ce que cette erreur, justement, elle est, bon, pour évidemment,
s'imposer par rapport à Pecco. Est-ce que cette sanction, en revanche, du long lap, elle est à vos yeux justifiée ou est-ce que c'était un petit peu sévère? Allez. Ouais, c'est le règlement. Après, justifié, voilà, il est reparti. Il a pensé qu'en laissant une position, ça allait fonctionner. Je veux dire, tout le monde dans la salle de presse n'a pas été surpris de cette sanction. Je pensais plus une pénalité de temps à fin de course. Là, ça a été un long lap. Voilà, je pense que de toute façon, les pilotes sont briefés en début de week-end. Ils savent que s'il y a tel ou tel fait de course, comme ce qui s'est passé là, mordre la chicane, tout ça, ils sont briefés. Donc, ils savent que ça vaut un long lap, par exemple. Donc, ça vaut un long lap. Si tu laisses pas une seconde. Il aurait dû laisser une seconde. Voilà, il aurait dû laisser une seconde. C'est ça fait. Donc, voilà, après, il y a une règle à l'appliquer. Exactement. Et la règle, elle est quand même assez complexe parce qu'on était revenu dessus à l'époque de Fabio, justement, si j'ai bonne mémoire par rapport à Barcelone, ce qui s'était passé à Barcelone. En fait, il faut qu'il laisse une seconde dans le secteur qui est concerné par son erreur. C'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est pas une seconde sur l'ensemble du tour qui pourrait être plus facile à gérer. Là, c'est vraiment une seconde dans le secteur qui est concerné par l'écart de trajectoire ou par la sortie de piste. C'est ça, hein, on est bien d'accord, Thomas. Là, tu me poses une colle, je crois que oui, mais je suis pas sûr en fait. Je pense que c'est justement le calcul est fait justement sur le secteur de savoir s'il a laissé ou pas une seconde, mais je suis pas certain que ce soit que sur ce secteur-là qu'il doit le rendre. Mais je sais pas. D'accord. Non, parce que c'est quand même assez compliqué de gérer un écart d'une seconde quand on est comme ça à plus de 250 km/h en se disant bah là si je freine maintenant ça va me permettre de grappiller cette seconde. C'est pas non plus évident. Après vous me direz effectivement il y a le règlement et le règlement s'applique. Exactement. Bah, ils le savent, ils sont briefés de toute façon. Ils ont un briefing de course en début de week-end tous en Moto 3, Moto 2, Moto GP, donc ils le savent. Ils savent ce que ça coûte de faire telle ou telle sanction, telle ou telle erreur. Pardon. D'accord. Pour en revenir à Jorge Martin, Michel, comme tu le disais, il y aura des circuits où il sera peut-être un peu plus fort, etc. Concrètement, quand vous l'avez quitté hier au soir, est-ce qu'il était atteint ou est-ce que ça fait partie du déroulement d'une saison? Aujourd'hui, c'était Pecco, demain, ça sera moi. Psychologiquement, dans quel état il est? Je pense qu'il est très bien. Enfin, il finit deuxième et il est voilà, encore une fois, on a mi-saison, ils sont à 5 points d'écart, ils jouent le titre. Voilà, ce week-end, Pecco était plus fort. Peut-être qu'à Aragon, ce sera lui qui sera plus fort. Ou à Misano. Enfin voilà. Bon, honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas de. Ce sont les deux hommes forts du moment. Je pense qu'il a digéré sa déception de ne pas être retenu pour l'équipe officielle Ducati l'an prochain. Voilà. Son erreur du Saxon Ring aussi. Je pense qu'il l'a aussi bien avalé parce qu'il a eu du temps pour. Il a passé quasiment un mois, j'imagine, à ressasser cette erreur et je pense qu'il est reparti sur de nouvelles bases. Voilà, après, il a gagné que 2 Grands Prix cette année, mais il est à 5 points de leader. Ça veut dire qu'il est quand même hyper régulier, il est toujours sur le podium. Voilà, c'est le seul rival aujourd'hui sérieux. Enfin, le seul rival, c'est le rival le plus sérieux de Pecco, clairement, quoi. Clairement, comment vous voyez, par rapport à ce que vous avez vu, senti dans cette atmosphère du Grand Prix d'Autriche, comment vous voyez la fin de saison? Ça va être à couteau tiré jusqu'au bout? Un peu comme l'année dernière, hein. Il y avait un peu ce... Alors peut-être que la domination était peut-être moins nette entre Bagnaia et Martin, c'était plus, on va dire, équitable en termes de répartition des victoires. Mais non, je pense que là, on est sur la même configuration que l'an dernier. Michel le disait tout à l'heure, on va se retrouver, j'imagine, avec un duel jusqu'à la fin entre les deux, avec des circuits qui seront plus favorables à l'un par rapport à l'autre sur certains week-ends. Donc, pour l'instant, en plus de ça, il n'y a pas d'animosité. Ce sont des pilotes qui se connaissent depuis longtemps. Ils ont roulé ensemble quand ils étaient plus jeunes. Justement, c'est ça qui je pense, qui fait aujourd'hui le fair play de ce championnat. Je trouve ça très, très intéressant à suivre. En fait. Il n'y a pas d'animosité entre les deux. Michel, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je suis absolument d'accord avec Thomas. Voilà, ils se connaissent, ils ont débuté ensemble en Grand Prix, ils dormaient dans le même lit comme ils se sont amusés à le raconter à plusieurs reprises. Voilà, ils se connaissent depuis toujours, ils courent ensemble depuis gamin, ils s'apprécient, ils se respectent. Même hier soir organisé, quand Pecco gagne, je suis content pour lui et j'espère que ça sera toujours comme ça. Aujourd'hui, on se bat ensemble. Demain, on est encore jeune. J'espère qu'on continuera à bagarrer encore plusieurs saisons. Donc voilà, il y a vraiment du respect,
Alors c'est vrai que peut-être on aimerait de temps en temps qu'il y ait un peu plus de déclarations fracassantes, voilà, avec des polémiques. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où on se réjouit de tout ça, mais en l'occurrence là, voilà, il y a deux pilotes qui sont copains et qui se tirent la bourre et qui espèrent se la tirer jusqu'à la fin, quoi. Et puis Bagnaia disait hier, je sais plus quand est-ce qu'il disait, samedi peut-être, ou je sais plus. Bref, il disait aussi que lui, il comprenait pas certains pilotes qui pourraient d'un seul coup changer totalement d'état d'esprit ou de relation avec un adversaire, sous prétexte qu'ils se battent sur la piste, en fait. Lui, c'est vraiment, c'est pas sa façon de voir les choses, donc voilà, Bagnaia, c'est pas celui qui de toute façon fera des déclarations fracassantes d'une façon générale. Peut-être que ça changera l'année prochaine avec Marquez, mais en tout cas c'est pas le cas là aujourd'hui face à Martin. Ouais, c'est vrai qu'il donne cette image d'un garçon très propre sur lui, hein, on va le dire comme ça, Pecco Bagnaia, même si, comme tu faisais référence à Marquez, Thomas, même s'il a expliqué, on se rappelle hein, qu'il avait déclaré, attention, on a construit quelque chose, faut pas que le nouvel arrivant détruise tout, etc. Il sait aussi quand même peser ses mots quand il s'agit de faire passer des messages. Absolument, puis de toute façon il n'a rien à prouver, aujourd'hui c'est le patron chez Ducati, donc là l'année prochaine, Marquez aura le statut de pilote numéro 2, en tout cas sur le papier. Enfin, je ne sais pas comment il sera considéré par Ducati. Il n'y a pas de raison que l'année prochaine, il n'ait pas un avantage psychologique sur Marquez dès son arrivée, sans même avoir s'être battu sur la piste. Alors justement, on va faire la transition et on va parler de Marc Marquez. On reviendra sur Enea Bastianini juste après, parce qu'il nous servira aussi à faire la liaison avec le sommaire de l'émission. Donc Marc Marquez, justement, on en parle. Ce rendez-vous du Grand Prix d'Autriche, compliqué pour lui, même si... Alors, compliqué, attention, je veux dire qu'il a été très performant. C'est peut-être sur ce circuit où on s'est rendu compte que la GP23 était quasiment au contact de la GP24. Paradoxalement, une chute en sprint et puis ce problème de c'est pas de ride eye device mais de shot device. Pardon, all shot device. Voilà, all shot device, le nom m'avait échappé dimanche, qui lui ruine sa course par rapport au résultat final, mais qui nous a donné une superbe remontée. Comment on peut juger ce Grand Prix par rapport à Marc Marquez? C'est plutôt le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, Michel? Bah, moi, je pense que c'est dommage. Enfin, c'est dommage, c'est ce qui lui arrive sur la grille de départ. Enfin, même, c'est avant la grille de départ, puisqu'avant le tour de chauffe, il y a un problème sur la valve de sa roue avant, ce qui contraint son équipe à changer, à récupérer la roue, aller chez Michelin, faire remonter le pneu sur une nouvelle jante. Donc là, il y a un peu de stress sur la grille de départ. Ce pneu avant refroidi parce qu'ils n'avaient pas de backup sur le pneu médium avant, donc il restait qu'un seul pneu, donc obligé de changer de jante. Donc il prend le départ du tour de chauffe avec un pneu qui a perdu de la température, dont la pression n'est pas stabilisée. Donc il s'emploie pendant ce tour de chauffe à essayer de le mettre en température, de le faire chauffer pour arriver sur la grille. Et quand il arrive sur la grille, c'est là qu'il se rate en enclenchant le all shot device. Alors on sait qu'en plus, et d'ailleurs Pecco l'a dit, sur ce circuit, il est particulièrement difficile à enclencher parce que c'est un circuit rapide avec des gros freinages, donc les suspensions sont réglées très dures, la fourche est très dure, donc très difficile à enclencher ce all shot device, et il suffit de toucher les freins derrière pour qu'il se désenclenche. C'est ce qui s'est passé en fait. En fait, il avait enclenché, mais il a refreiné derrière, il s'est désenclenché, et à partir de là, il n'a pas réussi à le réenclencher. Donc il prend le départ avec le all shot device qui est pas enclenché. Il s'accroche avec Morbidelli sur de la piste, donc il se retrouve 13e, et là il remonte 14e. Il fait une course extraordinaire, Marquez. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu rester, alors peut-être pas avec Pecco, mais je pense qu'il pourrait rester avec Martin sans problème. Et pourtant, contrairement à ce que tu dis, il y avait un gros écart pour moi entre la GP23 et la GP24 sur ce circuit, parce que une des principales différences entre les deux motos, c'est que la GP24 elle a ce correcteur d'assiette. C'est vrai qu'on est obligé d'employer des anglicismes à chaque fois, mais donc le ride eye device qui permet d'abaisser la moto en sortie de virage. Sur la GP24, il descend plus bas, donc ce qui donne une meilleure accélération à la moto. Ce qui manque souvent à Marquez aujourd'hui, c'est qu'il peine en sortie de virage. Donc malgré tout ça, et il disait, il pensait vraiment pouvoir
pouvoir essayer de jouer la victoire pour la première fois de la saison, peut-être le dimanche après-midi. Voilà, malheureusement, c'est partie remise. Bon, on verra ce qu'il fait Aragon sur son circuit. Mais bon, on n'en est pas là. Mais voilà, pour moi, c'est vrai que c'est dommage ce qui va arriver, mais il fait un grand week-end. Il trouve encore que voilà, il est du niveau des deux premiers, mais il n'a pas la même moto aujourd'hui, et ça, il faut quand même le souligner, quoi. Ouais. Thomas, on l'a bien vu et on l'a compris avec Michel l'explication, et on l'a vu sur cette image, hein, le All Shot Device, donc pour l'aide au démarrage, il y a quoi? Il y a au moins 10 cm de course d'enfoncement de la fourche, hein. On voit bien sur les images, la moto elle est complètement différente entre un système enclenché et un système désenclenché, hein. Oui, tu l'as dit. Après, en termes de centimètres, je sais pas quelle est la course pour l'activer ou le désactiver. Excusez-moi pour le bruit. Non, mais on sait que tu es dans un aéroport, donc fais quand même attention aux annonces et ne rate pas ton vol. non, c'est bon. Non, mais après, de toute façon, le All Shot Device, juste pour revenir sur ce système-là, faut voir ça comme un stylo rétractable et qu'on fait rebondir sur une table. C'est exactement le même principe, en fait. Et effectivement, comme Michel l'a dit, sur un circuit comme celui-ci, les suspensions sont un peu plus dures, il est plus difficile à activer, plus sensible justement au freinage suivant. Donc forcément, Marquez s'est retrouvé piégé par rapport à ça. Et voilà, et aujourd'hui, tu manques ton départ en MotoGP, tu loupes complètement ta course, quoi. Malheureusement, c'est comme ça, une course se joue maintenant en MotoGP sur le demi-premier tour. Ouais. Maintenant, j'ai une question concernant Marc Marquez, sachant que il a encore perdu pas mal de points avec sa chute en sprint, et même s'il fait 4e là, il est quand même décroché au niveau du classement provisoire. Est-ce que maintenant, pour vous, son état d'esprit peut changer? C'est-à-dire que maintenant, est-ce qu'il peut sur chaque Grand Prix se dire de toute façon au championnat c'est compliqué, sauf s'il y a un rebondissement devant, maintenant je joue le tout pour le tout, c'est-à-dire la victoire, parce que maintenant je veux gagner. Est-ce que ça peut changer son état d'esprit sur cette deuxième partie de saison? Est-ce qu'on peut penser que Marquez arrive sur un circuit en n'ayant pas la volonté de gagner dans tous les cas? Je pense qu'il cherche ça depuis le début de la saison, il se ménage pas. Voilà, je pense que son état d'esprit va pas changer du tout. Michel? Ah, on t'entend plus, Michel. T'as coupé ton micro peut-être, non? Ouais, pardon. Ouais, voilà. Non, moi je pense au contraire que son état d'esprit peut être un petit peu différent, dans le sens où voilà, là je pense qu'il a vraiment compris que ses chances de titre n'existait plus, on va pas se mentir. Donc ouais, je pense que ça peut le libérer peut-être à une prise de risque un peu accrue sur des circuits où il va sentir qu'il y a un coup à jouer, ce qu'il aurait pu faire hier après-midi par exemple, et qu'il aurait peut-être pas pu faire avant, à la fois parce que il connaissait pas encore très bien la moto, et parce qu'il avait quand même le classement du championnat en tête. Aujourd'hui, ce classement lui importe peu, je pense. Il a sécurisé sa place dans la prochaine équipe officielle, donc voilà, je pense qu'il va tenter des coups sur cette fin de saison, parce que le dernier truc qui lui manque cette année, c'est de renouer avec la victoire. Victoire qui lui échappe quand même depuis le mois d'octobre 2021. Ouais, donc ça commence à faire beaucoup. Et ouais, moi je suis un peu de ton avis, Michel, sur le fait que ça peut l'entraîner à aller encore un peu plus loin, même si je crois qu'il est avec Acosta, je crois qu'il est parmi les pilotes qui ont déjà le record de chute cette saison. Thomas, peut-être que tu peux me reprendre là-dessus, mais je crois qu'il est pas loin de la première position là-dessus, non? Je crois que les deux frères Marquez en sont quasiment coude à coude sur ça. Je crois qu'on est aux alentours de 16. Oui, c'est ça, je crois que c'est 16 chutes. À 16. Ouais, je crois qu'on a 17, je pense. Enfin bon, bref, on est déjà à un haut niveau de chute. Mais voilà, après, il n'y a pas de secret. Bon, déjà, Marquez, on sait qu'il prend des risques, il a besoin d'aller râper le cuir pour trouver la limite aux essais. Ça y arrive peu souvent en course quand même, et voilà, ça fait partie de son caractère, de son pilotage, de son tempérament, et pour chercher à rester avec la GP24, voilà, il est obligé d'aller encore plus loin. On voit bien où en sont les autres GP23, hein. Il est clairement au-dessus de tout le monde, alors que encore une fois, il découvre la Ducati cette saison. Alors, on parlait de la course au titre entre Pecco Bagnaia et Jorge Martin. Là, on a vu Marc Marquez
comptablement, pour l'instant, il est écarté du titre, sauf s'il y avait un gros bouleversement en haut de la hiérarchie. Par contre, il y a un nouveau facteur X, on l'avait un petit peu appelé comme ça avant la trêve estivale, mais il s'est réveillé, il a enfoncé le clou à Silverstone puisqu'il a fait un doublé là-bas. C'est Enea Bastianini qui, ce week-end encore, monte sur le podium. Est-ce que finalement, ça va pas être lui l'arbitre du match entre Pecco Bagnaia et Jorge Martin? Thomas? J'avais coupé mon micro. Là, honnêtement, je sais même pas quoi te répondre. Je pense que Bastianini aujourd'hui, lui, il fait partie des pilotes dont on savait qu'il avait le potentiel de pouvoir se battre devant. Là, il a réussi à trouver les clés de cette GP24 et à faire pas aussi bien que Pecco, mais en tout cas à se battre pour le podium. Hier, il disait qu'il se contentait, il était content de faire une 3e place. Ça lui permet de garder sa 3e place au championnat. Ça lui permet comptablement, comme tu disais, de pouvoir être toujours dans la course au titre, sachant qu'il y a 37 points distribués par week-end. Donc, lui, il est loin d'être écarté. Il peut très bien se passer quelque chose sur un week-end. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est le bon lieutenant de Ducati. Il fait le bon travail et je pense qu'il ne faudrait clairement pas l'écarter parce que lui, si jamais il y en a un des deux qui fait une erreur, il sera là. Michel? Ton micro, pardon. Ouais. Je pense que ça sera. Il reste un arbitre. Je sais pas si c'est le mot, mais c'est sûr que lui et Marquez peuvent au coup par coup prendre des points à Pecco ou à Jorge, selon s'ils intercalent, s'ils sont devant ou derrière. Bref, ils vont faire partie de la course au titre, mais pour moi, ils en sont plus les deux prétendants. Encore une fois, Bastianini, c'est vrai qu'il fait un super week-end à Silverstone, mais il a encore. Alors, il a amélioré sa régularité, mais il est un poil moins rapide que les deux autres. On l'a encore vu hier. Hein, il termine à 7 secondes plus de 7 secondes de Pecco. Alors que Martin est à 3 secondes de Pecco, donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit cran derrière, mais il peut encore gagner des courses d'ici la fin. C'est ça, parce qu'on arrive sur des circuits comme Aragon, Misano, Malaisie, qui sont ses circuits favoris, donc clairement il peut venir récupérer quelques points. En tout cas, je dis, s'intercaler entre les deux. Ouais, moi j'étais un peu surpris hier parce que pour une fois il est très bien parti et on sait que ses qualités c'est de finir très fort parce qu'il est en termes d'usure de pneus, c'est lui qui manage le mieux l'usure de ses pneus et moi je pensais qu'il serait un peu plus véloce en fin de course et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, bon après on sait que l'Autriche c'est un circuit particulier, qu'il y avait un pneu arrière particulier aussi pour ce circuit avec un traitement contre la chaleur qui fait qu'en fin de course tout le monde patinait dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est un circuit qui est hyper difficile pour les pneus comme pour les moteurs, la consommation d'essence ou les freins. Donc c'est un circuit un peu à part, mais il y aura encore des courses où Bastianini sera là, mais globalement moi pour moi il est plus vraiment dans la course au titre, quoi. Pour moi ça va se jouer entre Martin et Bagnaia. Ouais. Après, moi je disais un rôle d'arbitre, pas pour la course au titre, parce qu'effectivement je le considère pas comme un prétendant sérieux au titre, même si comptablement, comme le rappelait Thomas, il a encore quand même toutes ses chances, un peu comme Bezzecchi l'avait l'an dernier. Moi c'était par rapport justement à s'intercaler et quelque part, la question sous-jacente, c'est maintenant qu'il sait qu'il sera plus chez Ducati, est-ce qu'il va continuer à jouer le rôle de bon lieutenant comme l'a qualifié Thomas, ou est-ce qu'il va jouer clairement sa chance et sa carte? C'est par rapport à ça que je disais ce rôle d'arbitre. Oui, il va jouer sa carte, mais je vois pas où est le problème. De toute façon, il n'y a que des Ducati devant, donc on sait que Ducati sera champion du monde, donc il n'a pas à jouer la carte de l'un ou de l'autre. Il va jouer, je pense qu'il va faire du mieux possible à chaque fois. Voilà, je vois pas ce qu'on peut lui demander. En tout cas, ce dont Bagnaia est très content, c'est la relation qu'il a avec Enea dans le garage. Il a encore dit hier, quand il y a des choses à essayer, il se partage le boulot. S'il lui a pas le temps d'essayer une pièce ou un pneu, il s'appuie sur son coéquipier. Donc c'est vrai qu'il y a cette collaboration, elle est excellente dans le garage Yamaha. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu ce que redoute Pecco par rapport à l'an prochain, savoir si ça va se passer aussi bien avec Marquez. Et juste une dernière question un petit peu piquante. Du côté de chez Ducati, on se gratte
pas la tête, on est sûr de leur choix, parce que quand on voit Bastianini, Martin qui vont partir à la concurrence, ça fait quand même 2 atouts sérieux en moins dans son jeu, non? Ouais, ils savaient à quoi s'attendre. Je veux dire, ils savaient, voilà, ils ont écarté le deuxième, enfin le vice-champion du monde, je sais pas si on peut dire ça, le vice-champion du monde titre, le dauphin de Bagnaia, le mec qui a contribué au titre de Pramac l'an dernier sur un team satellite. Là, je veux dire, Cathy avait vraiment tous les éléments en main pour prendre la décision, peut-être une meilleure décision, j'en sais rien, j'ai pas d'avis à donner là-dessus. C'est des arguments, il y a plusieurs arguments. Ça peut être un argument marketing de prendre Marquez, ça peut être un argument sportif parce qu'on se dit que c'est peut-être une belle chose qu'il aille chercher un nouveau titre. Ouais. Mais là aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, l'un des plus rapides, ça reste Martin. Donc l'année prochaine, ce serait dommage qu'il arrive avec le numéro 1 chez Aprilia, quoi. Très bien. Du coup, on parlait d'Enea Bastianini et on a fait un petit clin d'œil à Silverstone. Alors, messieurs, on va changer de chapitre dans cette émission parce que justement, Silverstone, c'était un rendez-vous d'importance dans l'histoire des Grands Prix puisqu'on fêtait les 75 ans des Grands Prix. Et à cette occasion, il y a eu une initiative qui a été très sympa, c'est qu'on avait demandé pour la course du dimanche, pour le Grand Prix, à toutes les équipes de fournir une livrée spécifique. Alors, on vous a récolté quelques-unes de ces livrées. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel a été votre sentiment? Et puis, j'ai une question toute bête. Quelle est celle que vous préférez? Vas-y, Michel, si tu veux. Vous pouvez ne pas être d'accord. Non, moi, j'ai bien aimé la Honda. Voilà. Ça m'a rappelé les années Spencer. C'est-à-dire il y a très longtemps. Je pense que les jeunes, ils ne savent peut-être même pas comment c'était à cette époque. On en parle souvent de Spencer, justement. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu as préféré? Moi, j'ai beaucoup aimé l'Aprilia. Alors après, pareil, je pense que c'est parce que ça a été mon enfance, justement, de suivre Max Biaggi, par exemple, sa domination en 2,5. Ouais, l'Aprilia qui reprenait la livrée de Max Biaggi. Hein. Oui, c'est ça. Exact. Même parce que Aleix Espargaro portait un casque de Max Biaggi aussi, enfin un casque de couleur avec le. Je sais pas si c'était un tigre, un léopard, enfin je sais pas sur le côté. C'était une panthère plus ou moins, hein, Michel, de mémoire. Ouais, la panthère. Ouais. Et après le seul truc qu'on pourrait regretter, à part LCR qui a vraiment joué le jeu du côté un peu comment dire passé, c'est la typographie de tous les sponsors qui fait que ça gâchait un petit peu le côté un peu vieux du vintage des livrets. Voilà, c'est ça. Alors que Castrol, ils ont vraiment, enfin eux, ils ont une histoire aussi, donc c'est pour ça, mais ils avaient adopté une typographie complètement différente. Voilà, donc c'est juste ça qui fait que sur les motos récentes, là comme celle-ci, essayer de mettre du vieux, ça reste quand même des motos récentes, même si les couleurs sont un peu différentes. Donc, voilà, ouais. Après, c'est vrai que comme tu le disais, là on voit la Honda en hommage à Freddy Spencer qu'a préféré Michel. C'est vrai qu'avec Castrol comme je dirais sponsor principal, qui a une antériorité dans le monde des Grands Prix, c'est vrai que c'était plus facile pour eux. J'ai bien aimé moi la livrée blanche des KTM, je trouve que c'était assez sympa, et puis évidemment du côté de Marquez, la livrée en hommage à Fausto Grezzini. Qu'ils avaient déjà porté à Misano il y a quelques années. Ouais, tu veux dire qu'ils ne se sont pas foulés, c'est ça? Non, mais c'est leur histoire. Après, c'est l'histoire. Les Gaz, ils ont peu d'histoire en Grand Prix. KTM aussi. Grezzini, c'est difficile pour un team satellite de trouver quelque chose qui marque bien quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça que là, effectivement, faire un hommage à Grezzini, c'était la chose à faire, bien évidemment. Bon, en tout cas, c'était une initiative très sympa, et je pense qu'elle a pas mal plu vu les commentaires qui ont circulé sur les réseaux. Alors Silverstone, c'est aussi, et là on va passer dans la dernière partie de l'émission, Silverstone, ça a été aussi le rendez-vous pour continuer les mouvements, pourrait-on dire, sur la grille 2025. Donc on va faire un point sur les transferts, puisque cette grille 2025, elle est quand même en train de se compléter de façon assez certaine. D'abord avec ceux qui restent. Alors moi, il y a quand même eu des surprises, mais quelque part on peut se dire que c'était jouer la sécurité. Ceux qui restent, c'est-à-dire Johan Mir chez Honda et Alex Rins chez Yamaha. Alors
c'est des annonces qu'on pouvait attendre parce que clairement, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions pour ces deux garçons. Vous êtes d'accord avec moi, messieurs? Exactement. Vas-y, Michel. Oui, bah oui, de toute façon, comme tu dis, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix, quoi. On te sent motivé. Non, mais Alex Rins en plus est blessé, donc il s'est blessé à Assen, il est encore diminué par sa blessure à la jambe avec la Honda l'an dernier. Donc c'est sûr que lui avait encore moins de possibilités, ou en tout cas moins d'arguments pour dire j'ai le potentiel entre guillemets pour aller chercher une Ducati, une Aprilia ou une moto qui gagne tous les week-ends. Donc là c'est la continuité qui a été choisie par Alex Rins. D'ailleurs une fois qu'il a signé, il ne s'est pas forcément à son niveau à Silverstone, il a rendu les armes. Voilà, ça lui a permis aussi de pouvoir se concentrer sur sa guérison aussi, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que c'est des signatures par défaut? Je vais peut-être un petit peu loin, mais est-ce qu'on peut l'expliquer aussi comme ça, Michel? Eric, les grilles, la grille est remplie. Voilà, on est sur des motos qui sont pas franchement séduisantes. Donc, ouais, par défaut pour qui? Tu penses pour la marque ou pour le pilote? Pour le pilote, parce que quelque part, c'était ça ou rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, si tu veux. Après, c'est une place en MotoGP, c'est certainement un salaire très correct. Ouais, voilà. Voilà, pour un pilote qui traîne des blessures aussi, qui n'a pas montré, qui depuis sa victoire sur la Honda à Austin, bon, alors ça reste la dernière victoire du Honda, c'est beau dans l'histoire, mais enfin, voilà, il n'a pas eu l'occasion non plus de trop briller. Donc c'est plus que par défaut, je dirais, c'est logique. D'accord. Il y a une certaine logique dans tout ça. Autre pilote qui reste à demeure, c'est Fernandez chez Aprilia Trackhouse. Ça, c'est plutôt dans la logique et dans la continuité des choses par rapport à ce qu'il a montré et par rapport au développement de cette équipe. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Moi, je suis un peu plus étonné. Après, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas trop de pilotes qui arrivent et qui susceptible de le bousculer. J'aurais imaginé que chez Trackhouse, on cherche un peu autre chose, quoi. C'est qu'on ait cherché des jeunes, qu'on dise, après Raúl Fernandez, il fait des trucs corrects, mais bon, je le vois pas trop progresser et on sait qu'il y a des limites, alors pas forcément sur son talent naturel, mais plus sur peut-être sur ses capacités à progresser, sur son entourage. Voilà, je suis un peu surpris qu'il ait été conservé, mais après, tant mieux pour lui. Voilà ce que j'ai à dire. Thomas. Pour Raúl Fernandez, ouais. Bah oui, c'est surprenant. En fait, si on va faire plus global, le line-up de Trackhouse, en fait, si tu veux, je vais spoiler. On a un Ogura d'un côté, on a un Raúl Fernandez de l'autre, alors que tout le monde pensait à la montée de Joe Roberts. Joe Roberts qui s'est cassé la clavicule au mauvais moment, très probablement au moment des négociations. Là aujourd'hui, pour en parler à des gens qui sont plutôt proches, ça l'a affecté beaucoup sur le plan mental et de cette décision, le fait qu'il monte pas en MotoGP. On lui a promis de monter en MotoGP. Enfin, en tout cas, il s'est laissé entendre dire qu'il monterait en MotoGP. Donc voilà, cette décision de Trackhouse, c'est leur choix. Il y a ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que c'est surprenant. Après, Ogura, c'est différent parce que lui, il se battait pour le titre, au moins jusqu'à ce week-end avant qu'il chute et qu'il fasse pas la course. Mais ça reste aussi quelqu'un qui mérite de monter en MotoGP. Et ça fait plusieurs années qu'on le pressent qu'il devait passer en MotoGP. Donc là, il a choisi Trackhouse. Je parle beaucoup, mais du coup, c'est là où je vais laisser la main à Michel. Mais le fait qu'il ne choisisse pas Honda, ça a aussi surpris beaucoup de monde parce que c'est un pur produit Honda. Il a fait toutes ses armes chez Honda. Ouais. On va en reparler dans quelques instants. Je voulais juste finir avec ceux qui restent en place, en terminant par Fabio Di Giannantonio, qui reste à la VR46 et qui reste non seulement à la VR46 mais avec un nouveau package, puisqu'on sait depuis Silverstone
que la VR46 sera donc l'autre structure Ducati la saison prochaine, avec une seule moto officielle, comme tu nous l'avais expliqué, Michel. Donc lui, il avait tout intérêt à conserver son poste et son guidon avec cette Ducati officielle, donc 2025. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui, même si ce week-end, il était blessé, Michel. Oui, bah après, il fait mieux que Bezeki depuis le début de l'année. Donc il y a une forme de logique. Est-ce que c'est celui qui récupère cette moto et non pas Morbidelli qui fait pas grand chose depuis, donc qui est conservé dans le giron Ducati via la structure VR46, parce que c'est un proche de la famille Rossi, mais oui, pour Di Antonio, il y a une véritable logique à son maintien et à ce que ce soit lui qui récupère cette moto, d'autant qu'il y a eu, on le sait, une hémorragie de pilotes Ducati vers Aprilia et vers KTM. Alors justement, maintenant on va basculer dans la deuxième partie de ces transferts, à savoir ceux qui vont changer d'écurie ou qui vont monter justement. Et donc Ae Ogura, donc qui a choisi Trackhouse et non pas LCR comme on pouvait s'y attendre. Est-ce que vous avez un petit peu les tenants et les aboutissants, Michel, puisque Thomas semblait te passer la main? Pourquoi ça s'est pas fait chez LCR? Je pense que Ogura, il avait peut-être son mot à dire. Je pense que c'est plus séduisant d'aller chez Aprilia que chez Honda aujourd'hui, pour un jeune pilote. Voilà, et puis je pense qu'après il y avait peut-être aussi une vraie volonté d'Aprilia d'avoir un pilote japonais. C'est aussi un joli coup pour eux de sortir un petit peu du giron italien-espagnol. Voilà, d'avoir un pilote asiatique, je pense, en termes de marketing, je pense que c'est une bonne chose pour la marque, comme aurait pu l'être un Joe Roberts aussi. Thomas, je te rejoins là-dessus. Ouais, il y avait de la cohérence aussi avec l'identité de l'équipe pour Joe Roberts. Écoute, alors ça, oui, mais ça, bon, pour en avoir discuté avec l'équipe, justement, eux, la nationalité de Compass, ils sont basés sur les résultats et les potentiels qui jugent prometteurs ou pas. Voilà. Donc c'est pour ça que Ogura était préféré à Roberts et que Raúl Fernandez est maintenu parce qu'il pense qu'il peut progresser. Donc voilà, ça c'est la justification de Brivio et de Zilenberg. D'accord. Alors l'autre qui change d'écurie, on l'a un petit peu abordé avec la VR46, c'est Franco Morbidelli. Morbidelli donc qui quitte Pramac et la Ducati 2023 et qui se retrouvera donc sur la VR46 avec une Ducati 2024. Est-ce que on a entendu Aleix Espargaro dire que certains pilotes, et sans le nommer, mais il parlait de Morbidelli, ne méritait plus d'être en MotoGP. Est-ce que c'est vraiment la signature de la dernière chance pour Morbidelli ou est-ce qu'il peut se révéler? Se re-révéler, pourrait-on dire? Thomas, allez, commence Thomas. Peut-être. Ouais. Se réveiller, oui. Oui, c'est certainement la dernière chance qui lui reste. Voilà, est-ce qu'il peut se réveiller, se révéler? Pourquoi il est moins performant qu'il a pu l'être? Voilà, après, il fait partie aussi des pilotes qui ont été en vue en moment donné en MotoGP en profitant, je pense, de la période Covid qui a quand même un peu brouillé un peu les cartes. Mais voilà, depuis. Alors c'est vrai qu'il a été blessé aussi. Hein, il y a des explications à beaucoup de choses, mais voilà, c'est vrai qu'on attend beaucoup plus de lui en tout cas, et que s'il montre rien l'année prochaine, il va avoir du mal à conserver sa place. Même si on voit bien que il n'y a pas non plus beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui potentiellement pilotes MotoGP. Donc c'est vrai que ça laisse encore des chances à des pilotes comme Morbidelli, comme Miller aussi. Voilà, des pilotes qui sont qui ont eu un peu déçus ces derniers temps, mais qui sont maintenus sur le plateau parce que on a besoin de pilotes aussi, quoi. Ouais, Thomas, par rapport à ce que disait Michel, c'est vrai aussi que Morbidelli, en fait, c'est dans ceux qu'on vient de passer en revue, c'est le seul qui a un contrat d'1 an pour la saison prochaine. Oui, qui a un contrat d'1 an, mais c'est un peu comme Johan qui lui avait un contrat de 2 ans à partir de cette année, qui du coup va se retrouver sans guidon potentiel, à part si tu me racontes le coût de la prolongation, la prolongation de son option supplémentaire, mais lui aussi il se retrouverait peut-être sans guidon en fin d'année prochaine, donc
Oui, c'est ça, c'est un an. Ouais, c'est un an. Ouais. Alors, faut pas oublier non plus que, comme le disait Michel, que Morbidelli, il a été sérieusement blessé en début d'année, donc il avait raté toute la préparation. Donc voilà, on voit que ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'il est un petit peu au pied du mur. Donc maintenant, si on regarde la grille 2025 telle qu'elle est composée aujourd'hui, il reste une place à prendre chez LCR et les 2 places à prendre chez Pramac. Malgré tout, chez Pramac, on a l'impression que c'est fait, mais que c'est pas encore annoncé officiellement. C'est ça un peu, messieurs, vous avez les infos ou pas? Oui, écoute, a priori, ça sera Oliver Miller. Maintenant, voilà, à moins qu'il y ait une surprise. Je pense qu'il y avait l'ambition d'avoir un Sergio Garcia, de prendre quand même un jeune qui est en tête du championnat du monde en Moto 2, mais je pense que la Dorna a un peu mis son veto parce qu'il y a trop d'Espagnols et parce que ça serait important que Miller soit encore de la partie l'année prochaine, parce que il y a le Grand Prix d'Australie qui est en cours de négociation. Donc je pense que la Dorna a besoin d'un Australien, comme certainement c'est mieux d'avoir un Portugais qu'encore un énième Espagnol sur la grille. Donc là après il y a des considérations d'ordre politique qui nous échappent un peu, quoi. Et du côté d'LCR, Thomas, t'as des infos, toi? Écoute, quand on était à Silverstone, le bruit qui a circulé, c'était l'arrivée de Somkat Chantra, justement, l'année prochaine chez LCR, et que Nakagami quitterait le MotoGP. Voilà, c'est ce qu'il y a encore, ce qu'il y a eu encore comme bruit ce week-end. Je sais pas, Michel, si toi t'as parlé avec Lucio, si t'as annoncé autre chose, mais c'est clairement aujourd'hui c'est faire ça sur Performance Destiny, pardon. Je vais y arriver. Je vois pas ce que ça peut être autrement. Oui, non, mais ça va être le sponsor de. Oui, enfin bon, ouais, oui, effectivement, ça peut être sponsorisé. Voilà. On sait qu'ils font un pilote asiatique. La moto est sponsorisée par Idemitsu, par Honda. Voilà, c'est un pilote asiatique qui doit être sur cette moto. Ogura n'est plus là, donc effectivement, c'est soit on garde Nakagami encore un an, soit on garde Chantra. Sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, la Honda, quel que soit le pilote qui met dessus, elle fait les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'elle est derrière. Donc, Après, pour en parler du passeport, des raisons un peu politiques, on sait que l'Asie, en tout cas la Thaïlande, est un très gros marché. Et je pense que là, encore une fois, on parlait de Paris, tout ça, de prendre des pilotes, de miser sur des pilotes. Je pense que Chantra chez LCR, ça pourra faire quelque chose. Et même Zarco en est convaincu, ça pourrait faire déjà qu'il y a beaucoup de fans en Thaïlande. Je pense que là, ça va être encore pire. Ouais, Thaïlande, Eric, Thaïlande qui ouvrira l'an prochain le championnat MotoGP le 2 mars. Ça y est. À Buriram. D'accord. Ok. Bon, bah ça aussi c'est une info. Donc 2 mars en Thaïlande. L'ouverture du championnat 2025. Eh ben écoutez, messieurs, merci beaucoup. Je sais que le timing est un peu serré pour vous, donc on va pas vous retenir plus longtemps. Merci Michel, merci Thomas de vous être libérés entre 2 avions dans des conditions toujours un petit peu complexes dans un aéroport. C'est pas toujours facile de trouver un endroit adéquat pour être au calme et serein. Mais en tout cas, merci beaucoup. Rentrez bien, finissez bien d'arriver à destination. Quant à nous, eh bien on va se quitter et on se donne rendez-vous dans 2 semaines en ce qui concerne le MotoGP, puisque dans 2 semaines, eh bien, on débriefera le Grand Prix d'Aragon qui se sera disputé la veille. Voilà pour ce retour de Talkback GP. On a été un petit peu plus long que d'habitude, mais il fallait être un petit peu plus complet. On espère que l'émission vous a plu. Et puis tiens, puisque je vous tiens encore quelques instants, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, pour un débrief, un Talkback GP spécifique. On reviendra sur les 8 heures de Suzuka et on fera un preview du Boulder qui sera la finale du championnat du monde d'endurance FIM EWC. Voilà, merci beaucoup de votre attention, très bonne fin de soirée et à très vite pour un nouveau Talkback GP.